C'est encore une très mystérieuse mais aussi dramatique disparition inquiétante que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame humain qui touche encore une fois, et ce n'est pas exceptionnel, un enfant âgé de 9 ans et demi. Un enfant plein de ressorts et qui respirait la vie à plein poumon. Un enfant qui rentrait seul un dimanche soir. Nous sommes en plein dans les vacances scolaires d'hiver de l'académie. Même si dans les années 1980, on ne parle pas encore officiellement de disparition inquiétante, le terme n'étant même pas bien connu ni usité, l'affaire de cette disparition inexplicable est néanmoins très vite prise au sérieux par les autorités policières et judiciaires et de nombreuses personnes vont s'activer à tenter de la résoudre. C'est vrai qu'à 9 ans, on ne fugue pas aussi facilement. Les forces de police et de gendarmerie de tout le département de la Drôme vont déployer une énergie remarquable qui restera à saluer au vu des moyens de l'époque. Ça ne marche pas tout de suite, mais au bout de quelques mois, ils permettront au bout du compte, en rapprochant deux affaires a priori sans lien évident et de gravité totalement disproportionnée, l'approche puis la résolution peut-être de l'affaire. Retenons aussi, comme dans certaines autres affaires et sans que cela soit la règle, les anomalies et les dysfonctionnements de la justice qui vont faire traîner l'instruction judiciaire hors des délais jugés acceptables et traduire un jeune garçon paumé, le terme convient ici pour le décrire, devant une juridiction criminelle, la plus haute qui soit dans le pays, plus de 6 ans après les faits. Même l'avocat général, représentant la société au procès, s'en émouvra. Revenons donc simplement avec les divers éléments objectifs, les coupures de presse, les extraits vidéo visionnés, les témoignages recueillis dont celui essentiel du père de la jeune victime, tous documentés. Tout document dont nous disposons à ce jour sur les circonstances de cette étrange et surtout dramatique affaire où, une fois encore, un enfant innocent a disparu. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. La mystérieuse et dramatique affaire Gérard François. Petite précision, vu le contexte de cette affaire, c'est un enfant, et vu le peu de photos qu'il y a sur Internet, il n'y aura pas un grand montage. Donc veuillez m'en excuser. Nous sommes le dimanche 5 février 1984, en tout début de soirée. Il fait beau encore sur la Drôme et la vallée du Rhône, même si la fraîcheur de l'hiver est là. Le Mistral a soufflé longtemps et fort, et a ainsi dégagé le ciel. Demain, il fera beau sans doute, se dit-on partout. Le soleil est déjà rasant et va bientôt disparaître derrière les premières collines ardéchoises et cévenoles qui coiffent l'horizon à l'ouest du sillon rhodanien. Il va être 18 heures. Sur le quai de la gare de Pierrelatte, sur cette petite commune de la vallée du Rhône, connue dès les années 1960 pour son industrie nucléaire naissante alors. Jean-Jacques Gérard, un père de famille récemment divorcé, attend tranquillement sur le premier quai son petit garçon de 9 ans et demi, François, qui, d'un instant à l'autre, doit rentrer seul en train d'un week-end de ski passé à la montagne. Comme à chaque fois qu'ils se séparent, même si c'est devenu une habitude, il est heureux de le revoir ce soir. Ils vont reprendre une semaine de vie à deux, rythmée selon les seuls plaisirs et les nécessités de chacun, car on entame la deuxième et dernière semaine des vacances scolaires d'hiver. L'homme, discret et réservé, comme à son habitude, est tout de même heureux.
La commune de Pierrelatte, qui compte 13 000 habitants, n'est qu'à 25 km au sud de Montélimar, la seconde ville du département, et à 70 km de Valence, la préfecture. Là, c'est presque déjà le Grand Sud et la Méditerranée. Ici, on pourrait presque déjà dire que s'affleurent bon les senteurs inconnues plus haut. Les oliviers, majestueux croisant à l'envi, et une foule d'arbres à agrumes ou porteurs de fruits à coque, qui n'attendent que le printemps pour fleurir, en attestent d'ailleurs. Le train express régional parti à l'heure, soit à 18h24, de la gare de Valenceville, ne devrait donc plus tarder à arriver en gare, même s'il a déjà marqué quelques arrêts intermédiaires en cours de route, comme à Livron, Loriol, Montélimar et Donser notamment, brûlant d'autres haltes plus petites celles-ci, comme la Coucourde, Sauls ou Châteauneuf-du-Rhône, déjà abandonnées ou non desservies. Et à chaque fois, le balai est réglé, le train y laisse ou y prend des passagers. Il est en effet très prisé par toute une foule de naveteurs, touristes occasionnels, promeneurs du dimanche, familiers qui l'empruntent commodément. Vu son horaire vraiment idéal de début de soirée du dimanche. Mais sur le quai, une fois le train arrêté dans un doux grincement de frein métallique, le petit François Gérard ne descend pas. Cela n'est jamais arrivé auparavant, car l'enfant est plutôt organisé et méticuleux. Peut-être s'est-il innocemment endormi, bercé par les cahots du rail, mais le père n'y croit pas vraiment. Ce n'est pas son genre. Jean-Jacques, le père, attend encore quelques instants supplémentaires. Il y a en effet un peu de monde qui débarque joyeusement, avec sacs, poussettes et enfants, alors que son inquiétude monte déjà et que les tout derniers voyageurs descendus en gare quittent déjà le quai et le bâtiment principal. Alors, il n'hésite pas à demander de l'aide, car il comprend que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu dans le court trajet de retour en train, trajet qui ne dépasse jamais 40 minutes. Ni une ni deux, voyant la détresse du père, le chef de gare qui doit, d'un instant à l'autre, donner avec sa palette le signal de départ au conducteur du train, qui attend déjà à sa fenêtre baissée, prend alors la décision de faire retarder le train de quelques minutes. C'est en fait le temps qui sera nécessaire pour, grâce à l'aide précieuse et immédiate de plusieurs personnels de chemin de fer, pour parcourir l'ensemble de la rame et la fouiller. C'est un train express régional et cela ne prendra pas très longtemps. Précisons à ce stade de notre enquête que la gare TGV de Valence, TGV Rhône-Alpes-Sud, n'existe pas encore. Pas plus que la LGV tracée au sud de Lyon. En fait, elles ne verront le jour que le 10 juin 2001. L'enfant n'a donc pu se trouver qu'au centre-ville, en gare de Valenceville, sur la ligne classique, prêt à repartir avec ce train, ce que l'enquête judiciaire confirmera d'ailleurs très vite. Tout le trafic voyageurs et marchandises, ce dernier existant encore en volume significatif dans les années 1980, passe donc obligatoirement sur cette ligne dite PLM. Pour Paris-Lyon-Marseille ou Impérial, car inaugurée en personne par le président Louis-Napoléon Bonaparte en gare de Pierrelatte, comme dans toutes les autres gares du parcours. Mais revenons sur le quai de la gare de Pierrelatte. L'inspection visuelle du train, à moitié vide, car il ne reste à bord que les voyageurs pour Bolène, Orange et Avignon Centre, ne donnera rien. Malgré les efforts de chacun à bord de l'interrogation rapide des voyageurs encore présents. Personne ne semble avoir remarqué un petit garçon d'une dizaine d'années voyageant seul. Mais, et c'est un handicap certain, il y avait du monde ce soir à bord. Et le train doit bien repartir vers son terminus en gare d'Avignon Centre, ne serait-ce qu'en raison des horaires à respecter, toujours un casse-tête et de l'intensité du trafic ce soir-là, un dimanche, rappelons-le, sur la grande ligne. À côté du chef de gare qui vient de siffler et d'agiter sa palette, le père Jean-Jacques, la mort dans l'âme, voit la rame s'éloigner doucement, puis de plus en plus vite. Pour toute sa vie, il lui restera à jamais l'image de ces feux rouges arrière qui s'éloignent dans la nuit drômoise naissante.
Du bureau de la régulation en gare de Pierrelatte, des appels ont été passés aux gares intermédiaires au cas où l'enfant y serait descendu par erreur. Mais non, l'enfant ne serait pas laissé abuser et les annonces sonores sur le quai et dans la rame sont explicites. À Valence, où l'enfant a été mis dans le train par Madame Christine Adam. C'est un peu plus compliqué de savoir si l'enfant aurait pu louper le départ du train ou autre hypothèse, même si elle est peu probable, ne serait pas soudainement redescendue. Il y a en effet, et c'est classique pour un dimanche soir, foule dans le grand hall et sur les quais. Il y a aussi des correspondances qui ont eu lieu, venant notamment de Grenoble et des Alpes. Mais le témoin interrogé en est sûr, elle a bien déposé, comme prévu, l'enfant juste devant la cour de la gare de Valenceville, peu avant le départ du train de 18h24. Puis elle est repartie. À ce stade du récit, tout à chacun est en droit de s'interroger, sans porter de jugement aucun s'entend. Pourquoi ce témoin capital, ayant eu la charge de l'enfant, n'a pas pris le soin de l'accompagner personnellement, au moins sur le quai de départ, et d'attendre le départ du train? N'oublions que Valenceville est une grande gare avec plusieurs quais. Interrogeons-nous aussi, avec la même acuité, pour savoir et tenter de comprendre pourquoi cette femme ne l'a pas installé à bord de la rame, s'assurant peut-être même du départ effectif du train, comme je viens de le dire. Il est tout de même un peu jeune pour voyager seul, sans rien pouvoir justifier ni excuser. On évoquera plus tard le cadre un peu plus tendu de la séparation et du divorce intervenu entre le père et la mère. Les conditions de garde peu souples en ces temps-là, les sentiments amers. Et c'est toujours les enfants qui en subissent les conséquences. Et là, à Pierrelatte, 70 km plus en aval de la ligne, l'enfant reste introuvable. S'ensuivent alors des heures d'angoisse et d'inquiétude. La saisine des autorités officielles, heures d'attente cumulées, sans sommeil, qui vont déboucher sur une terrible découverte. 48 heures plus tard, en effet, à peine 2 jours après, le corps du petit garçon sans vie sera retrouvé, à demi dénudé, grossièrement caché dans un bosquet touffu du parc Jouvet à Valence. Il a été agressé et étranglé. Il est à peine 19 heures. Comme nous l'avons dit, Jean-Jacques François, le père, quitte la gare de Pierrelatte, sans être accompagné de son fils François. Il se rend aussitôt à la porte des bureaux de la gendarmerie de la petite ville. La caserne est située à quelques encablures à peine de la gare. Là, reçu par le gendarme de permanence, il explique les faits. Le week-end à la montagne de son fils, le voyage qu'il devait entreprendre seul depuis Valence pour revenir, l'absence de l'enfant à l'arrivée du train en gare tout à l'heure, les premières recherches entreprises avec les cheminots, sa vive inquiétude tout en gardant si possible son calme et sa lucidité. Il sait qu'il est fondamental, au départ de ce type d'enquête, de ne rien omettre, de penser à tout, même au moindre détail, de tout dire, de tout préciser en détail. En effet, chaque chose a son importance, et il s'agit ici d'un enfant. L'enquête judiciaire pour disparition d'un mineur commence aussitôt, sous l'autorité du procureur de la République de Valence, qui a été avisé entre-temps par l'officier de police judiciaire de la brigade. Mais, hormis refouiller une fois encore la gare et les quais, les gendarmes locaux ne peuvent pas faire grand-chose de plus. On sait que, très probablement, l'enfant n'est pas arrivé jusqu'ici. Longtemps encore ce soir-là, des 4L bleus et des trafics Renault vont sillonner ville et ses alentours, gyrophares bleus en marche. Une équipe cynophile de la gendarmerie, venue tout droit de Montélimar, est même arrivée car appelée en renfort. Le chien pisteur va fouiller jusqu'à tard dans la nuit. Comme lui a appris son maître, il furette partout, curieux, aux aguets. Mais aucune piste ne se présente à lui. Et il ne retrouve aucune des odeurs présentes sur les vêtements que le père a pris soin d'apporter. Alors, ce sont les policiers de Valence, co-saisis par le magistrat, qui vont reprendre le flambeau. Eux aussi ont déjà fouillé une première fois la gare, interrogé le personnel et quelques voyageurs en attente de correspondance,
Mais hélas, le temps a passé. Le lendemain matin, le lundi 6 février 1984, aux premières heures, les recherches vont reprendre et s'intensifier. Il faut absolument retrouver cet enfant. Ce n'est quand même pas banal, pas ordinaire. Tandis qu'une première équipe d'inspecteurs de police interroge le témoin crucial qui a déposé l'enfant et divers autres témoins, d'autres policiers fouillent les abords de la gare, donnant directement sur le centre-ville, notamment par les rues. Denis Papin, la rue Chevandier, l'avenue Pierre Sémard, l'itinéraire que l'enfant a emprunté avant d'arriver sur le quai et même les souterrains qui mènent d'un quai à un autre. On fait aussi du porte-à-porte auprès des chauffeurs de taxi, en attente à leur station. Des quelques commerçants ouverts hier dimanche dans le quartier de la gare. Mais en réalité, ils étaient peu nombreux. Des chauffeurs de bus urbains qui desservaient la gare en fin d'après-midi. Ces investigations sont certes nécessaires, mais tout cela ne donnera rien. La presse et les médias, informés depuis la tombée de la nuit, collaborent largement avec les services de police. Il n'y a pas tous les jours un fait divers comme celui-là à Valence. De surcroît, il s'agit d'un enfant. Tout le monde espère alors une issue heureuse. C'est à croire que ce garçon, François, s'est volatilisé. Mais pour aller où ? Des inspecteurs de police revérifient les départs des premiers trains du matin et des bus de la gare routière desservant les villes et stations des Alpes vers Grenoble, dit UGAP. Le résultat est négatif. On a pris soin de s'assurer auprès des contrôleurs du train couchette de nuit qui marque un court arrêt en gare qu'aucun enfant seul n'est monté. Rien non plus, car seulement 4 voyageurs sont montés, sous le contrôle du chef de gare et du contrôleur. Ou alors, sait-on jamais, l'enfant aurait pu être kidnappé. L'hypothèse, pas si farfelue que cela, fait même son petit bout de chemin dans l'esprit des policiers. Mais là encore, très vite l'évidence s'impose. Il n'y a pas de demande de rançon qui avait été formulée et le mobile, si tant est qu'il en existe un, apparaît bien flou. On est à 100 lieues des enlèvements crapuleux d'enfants de familles aisées. La première journée d'investigation ne donne rien, malgré les efforts déployés tout azimut. La ville a été soigneusement quadrillée et parcourue en tous sens. Un enfant se promenant seul aurait forcément été aperçu. Le lundi soir, tout le monde rentre chez lui, épuisé, résigné, mais forcément inquiet. Qu'est-il donc arrivé à ce petit garçon qui a disparu depuis maintenant 24 heures ? Le mardi 7 février 1984, c'est le second jour des investigations. Les policiers et les gendarmes ont fait venir des renforts. En effet, le magistrat du parquet local et les policiers se sont résolus à élargir et à intensifier leurs recherches. Ordre est donc donné de fouiller ou de refouiller une seconde fois les squares, parcs et jardins de toute la ville, les garages abandonnés, les rues isolées ou peu fréquentées. Dès 8 heures du matin, les recherches reprennent donc et vont s'intensifier. L'opération va s'avérer payante et hélas dramatique. Car ce mardi apportera malheureusement non pas la clé de l'affaire, mais un élément tragique. Il n'est pas midi quand une équipe de policiers patrouillant à pied, fouillant un à un les buissons du parc Jouvet, tombe sur le corps inanimé d'un enfant. Le corps est recroquevillé, semi-dévêtu. À l'évidence, l'enfant est décédé. Il porte aussi des traces de strangulation apparentes. Et la tenue vestimentaire soigneusement notée colle point par point avec la description faite par le père et Madame Christine Adam dimanche soir. C'est très probablement le corps du petit François Gérard qui a été découvert. On fait appel aux sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Valence et un médecin légiste est également requis. Longtemps sur place, ce praticien va examiner le corps de l'enfant et livrer ses premières conclusions. Et elles sont terribles. Mais avant que la rumeur ne parcourt la ville à une vitesse folle, car il y avait des témoins dans ce parc et l'intervention de nombreux policiers,
Le bruit strident des sirènes des voitures de police et des sapeurs-pompiers ne sont pas passés inaperçus et que les médias s'en emparent aussitôt. Il faut aviser le père de l'enfant immédiatement. Ce sera fait dans la foulée, sans qu'on puisse néanmoins lui donner trop de détails. Il se rend aussitôt à Valence, accablé par le chagrin. Le corps du petit garçon a enfin été retiré et déposé à la chambre funéraire du centre hospitalier, en attendant l'autopsie qui doit intervenir dans les prochains jours. Toute l'après-midi et jusqu'en soirée, les policiers vont rester dans le parc Chouvet, à la recherche du moindre indice, de la moindre trace, du moindre objet susceptible d'éclairer la manifestation de la vérité. Ils font de nombreux prélèvements, établissent des croquis, prennent des photographies, effectuent des analyses, opèrent des vérifications. On est certes encore au tout début de ce que nous appelons aujourd'hui plus communément la police technique et scientifique. Mais avec les moyens d'alors, le cœur y est tout de même, car l'affaire est particulièrement grave dans cette petite ville de province. Le parc Jouvet, du nom d'un riche mécène de la ville qui a cédé ses 7 hectares de verdure au début du XXe siècle, est situé le long du Rhône et de l'autoroute du Soleil qui traverse la ville de part en part. Dès l'annonce des faits, il a bien sûr été vidé de tous ses promeneurs et flâneurs du matin. Certains ne comprennent pas, alors que d'autres, plus tolérants, et font contre mauvaise fortune bon cœur. On est à quelques centaines de mètres à peine de la gare routière et du parvis de la gare de chemin de fer, la même où le petit garçon a été déposé par Madame Adam dimanche soir. Tout cela remonte à peine à une quarantaine d'heures, pas plus. C'était hier en fait, dans la mémoire des gens. On croyait tenir le bon bout, ou du moins une ficelle au bout de laquelle se cacherait l'assassin de l'enfant. Mais l'enquête pourtant méticuleuse, minutieuse, n'ayant rien laissé au hasard, n'avance guère au fil des jours qui passent et s'enchaînent imperturbablement. Le moral des policiers baisse peu à peu, ils commencent même à douter. Il manque, comme dans bien des cas où la solution n'apparaît pas tout de suite comme évidente, ce petit coup de pouce de la chance ou du hasard. C'est selon ce petit élément en plus qui ferait basculer toute l'enquête. Le hasard ou la chance justement, bon conseiller, à moins que ce soit l'organisation des forces de sécurité en France, vont justement apporter cet élément 3 mois plus tard, loin de Valence, enfin. Nous sommes le mercredi 23 mai 1984, une semaine avant la fête de l'Ascension à Carcassonne, la cité médiévale préfecture du département de l'Aude. 350 km séparent tout de même les deux préfectures. Ça fait bien 3 heures de route et près de 4 heures de train. Ce jour-là, les services de police locaux viennent de procéder à l'arrestation en flagrant délit d'un jeune homme qui tentait de dérober une voiture automobile. L'affaire a échoué et le jeune homme, penaud, interpellé sans résistance, se voit aussitôt passer les menottes. Pour les policiers, Carcassonnais, c'est a priori une affaire banale sans grande envergure. De ce type d'affaires qui pollue la vie des braves gens et rythme leur quotidien. Le garçon, non violent, presque coopératif, se nomme Patrick Thomas. Il est âgé de 19 ans. Il a été militaire appelé au 75e régiment d'infanterie de Valence et vient d'être réformé suite à une opération chirurgicale. L'armée n'a plus besoin de lui. Du coup, il s'est vu libéré de ses obligations militaires et erre un peu sans but. Il erre un peu sans but précis, sans raison apparente et sans point de chute. Mais ce n'est pas interdit non plus à Carcassonne ces derniers jours. Mais ce qui attire tout particulièrement l'attention de quelques policiers curieux, c'est cette étrange coupure de presse que recèle le portefeuille du jeune homme. Elle est soigneusement renforcée à l'adhésif, comme si on prenait soin de ne pas l'abîmer. Presque comme un souvenir d'antan ou une photo à laquelle on tient. Une fois extraite puis soigneusement dépliée, elle relate en février dernier à Valence, dans la Drôme, la disparition inexpliquée puis la découverte peu de temps après du corps du jeune François Gérard.
Les policiers de Carcassonne prennent aussitôt la tâche de leur homologue de Valence. Non, au bout de 3 mois et malgré au travail colossal abattu, ces derniers n'ont pas de piste sérieuse et l'enquête est plutôt au point mort. Mais après avoir évacué toutes les hypothèses premières, l'hypothèse d'une mauvaise rencontre, d'un crime de rôdeur, d'opportunité, est bien, selon eux, celle qui colle le plus avec les faits et les constatations techniques. Cela ne soulève plus guère de doute. À Carcassonne, subitement pressé de questions en dehors de la tentative de vol de la voiture, le jeune homme, qui apparaît comme fragile, fatigué de surcroît de ses errances perpétuelles, ne mettra pas longtemps avant de tout avouer. Son récit, étonnamment riche de détails, que la presse n'avait jamais révélés et que seuls les policiers primo-intervenants et l'auteur pouvaient connaître, fait froid dans le dos. Le samedi 5 février 1984, puis le lendemain, le terrible dimanche des faits, le jeune Patrick Thomas, encore sous les drapeaux pour très peu de temps, profite d'une permission de 48 heures qu'il décide de passer sur place à Valence. De toute façon, il n'a pas vraiment où aller. Il a un peu d'argent en poche et il va ainsi errer de bistrot en bistrot. Il s'ennuie profondément en fait. Pas de rencontres intéressantes, pas d'affinités qui naissent non plus autour d'un coin de table, de bistrot ou d'un comptoir en fumée. Il n'accroche pas. Peut-être n'en a-t-il pas envie non plus. Et comme tous les militaires appelés d'alors, il connaît bien la gare de Valence. Au kiosque de la gare justement, ce dimanche soir, il achète un paquet de cigarettes et rencontre un petit garçon qui, dira-t-il aux enquêteurs de la police judiciaire, semblait bien embêté. L'enfant est un peu perdu en gare et doit prendre le train. Il va l'aider, dit-il. Alors il l'accoste spontanément, sympathise avec lui. Même s'ils n'ont pas le même âge, cela se voit et vont se promener ensemble, tout d'abord dans la vieille ville, autour de la gare et de l'avenue qui l'aborde, puis vers le parc Jouvet, loin de la foule et du bruit. Là-bas, c'est calme et reposant, même si le soir tombe sur Valence. Patrick Thomas parle et se confie au petit garçon, peut-être encore plein de rêves. Lui aurait aimé être parachutiste, mais sa santé l'en a empêché. La preuve, il vient d'être libéré par anticipation suite à une opération. C'est la fin de l'armée pour lui. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sa petite copine l'a quitté. Puis, il interroge l'enfant, de façon impudique, sur ses relations sexuelles. N'oublions pas que cet enfant a 9 ans et demi. À cette question, l'enfant doit certainement tomber des nues. Le jeune homme de 19 ans a-t-il conscience à ce moment-là de l'âge réel de l'enfant qu'il a à côté de lui? Ce sont les psychiatres et les experts psychologues qui auront la redoutable tâche de se prononcer à ce sujet avant et pendant le procès d'assises. L'instant d'après, toujours selon ses dires, pris d'une violente pulsion, il empoigne le jeune garçon, peut-être un peu brutalement, il le concède, l'entraîne dans le buisson le plus proche, l'agresse et l'étrangle. Après ce laps de temps indéterminé, son œuvre terminée, il s'en va comme si de rien n'était, comme s'il avait fermé une simple parenthèse dans sa vie déjà plus que chaotique. Le petit garçon n'a pas existé pour lui. Une fois les aveux passés, le garçon va vite se rétracter, malgré l'évidence de ses propos spontanés, malgré la révélation de détails troublants que lui seul et une poignée d'initiés pouvaient connaître à ce moment-là. D'ailleurs, et c'est l'une des incompréhensions de ce dossier, pourquoi faire des aveux spontanés à des policiers qui n'étaient au courant de rien lors de son interpellation pour des faits de toute autre nature ? De fait, pour son conseil, la contrainte et l'extorsion d'aveux seront difficiles à plaider. Mais sa démarche est subtile, pleine d'incompréhension et de tourments qu'il traîne depuis longtemps. Il s'explique, je cite, « Au début, je voulais m'accuser, en espérant que la justice allait vite s'apercevoir que je n'y étais pour rien. » C'est ce qu'il expliquera aux assises, plus tard, bien plus tard, lorsqu'il sera interrogé. En fait, un peu plus tard, comme il le dit lui-même, avec cette spontanéité qui jette le doute à coup sûr,
Je le cite, « J'ai vu que ça allait très loin. » Il a alors fait machine arrière. Conduit devant le juge d'instruction drômois, il est très vite inculpé. Aujourd'hui, nous dirions mis en examen pour meurtre aggravé sur mineur avec une seconde circonstance aggravante, s'agissant des actes de torture et de barbarie. L'affaire fait grand bruit dans la région de Valence. Elle fera encore plus de bruit quand, en 1988, alors qu'il devait être traduit incessamment sous peu devant la justice pénale, il va pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle pour vice de procédure. Cela n'était pas prévu, on s'en doute. La presse révélera que certains des aveux formulés avaient été recueillis par le juge d'instruction lors d'un transport sur les lieux, vers le parc Jouvet, pour une reconstitution. Mais pendant ce laps de temps que dure le trajet, l'inculpé n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat comme le prévoit la loi. C'est bien ce jour-là que Patrick Thomas avait désigné les quelques buissons qui cachaient en réalité le corps de l'enfant, tel qu'il avait été découvert. Il avait en outre longuement détaillé les faits et gestes commis cette nuit-là. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble, aujourd'hui nous dirions la chambre de l'instruction, avait vite sanctionné cette erreur du magistrat instructeur en annulant de droit plusieurs pièces du dossier dès le vendredi 22 janvier 1988. La loi est rigoureuse dans son application. Plus tard encore, Patrick Thomas déclarera qu'il avait avoué tout cela pour que l'on parle de lui. La soif de reconnaissance était plus forte que tout. Il n'oublie pas la vie austère, faite de brimades et de violences, qu'il a connue dans les différents foyers de la DAS, et ils étaient nombreux, qu'il a fréquentés depuis l'âge de 12 ans. C'est un grand classique en psychologie criminelle, nous le savons. Cela, cette absence momentanée d'un avocat, dont l'accompagnement n'était pas encore aussi rigoureux et cadré que de nos jours, nous paraît être un détail, un simple oubli bien involontairement commis. Une anecdote même qui ne change rien au crime sordide commis et avoué. Malheureusement, la justice le verra tout autrement. Nous venons juste de l'indiquer. Tous les recours tentés par les parties civiles et le parquet n'y feront rien. Alors le garçon est libéré, sous contrôle judiciaire, sans autre forme de procès, après 4 années d'incarcération. Et si, au bout du compte, il n'y était pour rien. De ce fait, l'instruction judiciaire prend du retard. Ce n'est que 2 ans plus tard que Patrick Thomas va une nouvelle fois parler de lui. Il a bénéficié de 2 ans de libération provisoire, ce qui n'est quand même pas rien quand on doit passer prochainement devant une cour d'assises. Mais il ne respecte plus les obligations strictes du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées, trop dur pour lui. En l'occurrence, il n'avait plus rencontré depuis quelque temps les éducateurs judiciaires. Mesure pourtant obligatoire que lui avait été imposée par le juge d'instruction lors de sa remise en liberté provisoire. Alors, le mercredi 21 février 1990, après donc 2 ans de liberté, Patrick Thomas est fort logiquement réincarcéré. Nous sommes à peine à 10 jours avant l'ouverture de son procès devant les assises de la Drôme, à Valence. Le procès s'ouvre en effet le mardi 6 mars 1990. Il doit durer 4 jours, alors même que l'instruction judiciaire, pourtant simple au départ, a duré, elle, 6 longues années. Il y a, comme souvent, foule au palais de justice de la ville. Dès le matin, on se presse devant les grilles. Tout le monde veut voir le jeune assassin. Son arrivée dans le fourgon cellulaire est ponctuée de cris de vengeance et de haine et il faut redoubler de vigilance et de ruse pour l'introduire dans le box des accusés. Mais, pour l'accusation, les preuves sont quand même minces. L'ADN n'existe pas encore comme preuve scientifique. Les diverses empreintes digitales relevées dans le parc ouvert au public sont inexploitables. Seuls restent alors les aveux recueillis. Mais on sait combien ils sont fragiles.
et la personnalité déroutante du jeune assassin présumé laisse interrogative et plus que perplexe. Toujours au chapitre de la défense, c'est dans l'un de ces agendas de Patrick Thomas que les enquêteurs ont trouvé des annotations portées lors de la période qui a immédiatement suivi le crime. Allez lire, elles sont plus que troublantes. Je cite. « Si je pouvais le venger, je le ferais », écrit-il, lui qui se déclare ému par la mort de François Gérard. Dans ses écrits, il donne aussi son opinion sur l'auteur du meurtre. C'est un sadique. Pour moi, il ne mérite que la mort. Dans l'esprit du jeune homme, s'il avait inscrit ces phrases apparemment étranges, c'est dans l'espoir fou que sa sœur les lise un jour prochain et soit émue de son propre chagrin. C'était pour me faire plaindre, résume-t-il sobrement. Et c'est dans cette même intention qu'il gardait précieusement sur lui un article du journal, Le Dauphiné libéré, concernant le crime et une photo de François Gérard. Plus loin, le jeune homme, qui a aujourd'hui 24 ans, a inscrit une phrase dans laquelle il se donne un lien affectif avec l'enfant. « C'est le frère de la fille avec qui je sors en ce moment. Je le considère comme mon frère. » Ces écrits sont d'autant plus étonnants que le président de la cour d'assises, Jean-Claude Buet, a souligné lors de l'ouverture des débats que Patrick Thomas n'en a jamais fait état, même après s'être rétracté, et que c'est presque par accident qu'ils sont parvenus au juge d'instruction. Aujourd'hui encore, certains sont en droit de se poser la question. Le jeu en valait-il vraiment la chandelle? Était-ce une simple foucade? Une bravade? Car, on pouvait s'en douter, la cour d'assises ne va pas être tendre avec lui, encore que le verdict est trop clément, au dire des parties civiles. Patrick Thomas attend le verdict, sans crainte particulière. Et il est finalement condamné à 16 ans d'emprisonnement. Précisons aussi que l'appel criminel n'existe pas encore à cette époque-là en droit français. La condamnation prononcée par la cour d'assises semble donc définitive, sauf à se pourvoir en cassation, processus toujours très compliqué et hasardeux. Précisons qu'un an avant le procès, Patrick Thomas, libre, avait eu l'opportunité extraordinaire d'échanger avec Jean-Jacques Gérard, le père de la victime, lors d'un débat des 90 rugissants, une émission sulfureuse du lundi soir sur la chaîne TF1 qui n'a pas fait grand bruit alors et que l'histoire des médias aura bien vite oublié. C'était le jeudi 16 novembre 1989, et cela s'était fait malgré le refus caractérisé du juge d'instruction de faire se rencontrer les deux hommes lorsque le jeune homme était en prison. Étrange situation. Mentionnons ici le comportement singulier de Jean-Jacques Gérard, le père de la petite victime. Lui-même éducateur de jeunes gens en difficulté. Il n'est pas animé par la colère ou un quelconque désir de vengeance quelconque. Son souci est de comprendre. Dans ce but, il a tout fait pour pouvoir rencontrer celui qu'il considère, malgré tout, comme le meurtrier de son fils. Il lui a écrit en prison, mais le juge lui avait refusé, avec peu d'élégance, un droit de visite. Or, c'est la remise en liberté de Patrick Thomas qui lui a offert l'occasion de dialoguer avec lui sur ce plateau de télévision. Les jours d'après, le procès d'assises est passé. Ouf, diront certains. Il fallait de toute façon que justice se passe et que, pour tous, la vie reprenne. Justement, cette vie qui reprend va laisser le père Jean-Jacques Gérard toujours en proie à la douleur et à la culpabilité, toujours pétri de cette souffrance qui ne le quitte plus. Ces questions lancinantes tournent en boucle dans sa tête. Comment cela a-t-il pu arriver malgré toutes les précautions prises? Pourquoi Christine Adam ne l'a-t-elle pas accompagné au train? A-t-il vraiment tout fait pour éviter cela? Et s'il était allé chercher son fils ce dimanche soir? Et s'il l'avait accompagné même de loin lors de ce week-end de ski? Avait-il tout expliqué à son fils quant au trajet et à ses particularités? En 2007,
23 ans après le drame, Jean-Jacques Gérard s'installe à Avignon, dans le département voisin du Vaucluse. Il ouvre un cabinet de psychothérapeute. Après des formations exigeantes dans lesquelles il s'est jeté à corps perdu pour s'occuper l'esprit et se rendre utile. Enfin, diront certains de ses amis, il a tourné la page. En 1998, Patrick Thomas avait été libéré, ayant purgé sa peine et payé son dû à la société. À lui de refaire sa vie. Sur la tombe du jeune François, le père a tenu à poser une plaque funéraire spécifique, ainsi libellée, je cite. « Ainsi, François est mort. Il fut victime de la détresse d'un autre. » C'est la fin de cette tragique affaire. Je ne dirai pas ce que j'en pense, mais il me reste un goût vraiment amer. Je suis assez perturbé. Donc prenez soin de vous et très bonne journée et à bientôt.